Les marchands d'art et d'antiquités sont assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Quelles règles doivent-ils respecter et comment s'y conformer? On fait le point avec mon invité, Célia Chauffret, avocate au barreau de Paris. Célia, bonjour. Bonjour Arnaud. On va faire le point ensemble sur le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, LCB-FT, appliqué au marché de l'art. Tout d'abord, on va s'intéresser au champ d'application. À partir de quel seuil et dans quelle situation les marchands d'art et d'antiquités deviennent-ils assujettis à ce dispositif LCB-FT? Alors, ce dispositif LCB-FT, le seuil de déclenchement, il est facile à retenir, c'est 10 000 euros. 10 000 euros pour une transaction ou pour une série de transactions. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible de scinder artificiellement une transaction, de la découper pour échapper au respect de la réglementation. Alors, ce seuil, il est élevé et pas élevé. C'est-à-dire que ça exclut du champ de cette réglementation un certain nombre de petites transactions. Mais 10 000 euros, ça englobe quand même dans le marché de l'art beaucoup, beaucoup de transactions, puisqu'on arrive assez rapidement à ce seuil. Ensuite, qui est assujetti? Le périmètre est véritablement très large, puisque ça englobe notamment les négociants d'art, les négociants d'antiquité, les commissaires-priseurs, les courtiers, jusqu'aux opérateurs dans les ports francs et les zones franches. Donc ça représente à peu près 10 000 professionnels, ce qui, à l'échelle du marché de l'art en France, permet de dire qu'on englobe à peu près toutes les personnes qui interviennent dans des transactions d'œuvres d'art. La France est, je le dis comme ça, mais la France est relativement pionnière puisque la généralisation au niveau européen s'est fait par une directive en 2020. Mais la France soumet les négociants d'art à ce dispositif depuis 2001 avec une progressivité des acteurs Un qui a été... calendrier qui s'est Voilà, élargi. exactement. Bon, on a vu le champ d'application, on va s'intéresser maintenant aux obligations. Concrètement, quelles sont les obligations qui pèsent sur les marchands d'art au titre de ce dispositif LCB-FT? Alors en fait, cette réglementation, elle est assez difficile à vulgariser et à appréhender parce que l'idée de ce dispositif, c'est de contraindre les professionnels, d'obliger les professionnels à détecter des situations de risque, des opérations qui sont anormales. Donc en fait, on leur demande d'identifier d'éventuelles infractions sous-jacentes qui seraient dissimulées derrière une transaction en apparence régulière. Il faut essayer d'anticiper les fraudes, entre guillemets. Oui, c'est ça, d'analyser le risque. Or, les marchands d'art, ce sont des professionnels de l'art, mais ce ne sont pas des professionnels du chiffre ou des professionnels du droit. Donc, le dispositif tel qu'il existe les contraint à mettre en œuvre 3 séries de choses. La première, c'est l'organisation interne. En interne, il faut qu'ils mettent en place un système d'évaluation et de gestion des risques qui soit adapté à leur structure, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils fassent un audit concret. Moi, dans mon activité concrète, quels sont les risques auxquels je suis exposée? Et dans une situation qui implique un risque, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut former le personnel, évidemment, puisque pour donner au personnel les moyens de détecter ces situations. Il faut désigner un déclarant et un référent LCBFT et une personne qui est chargée de déclarer auprès de Tracfin. Le deuxième pan d'obligation, c'est ce qu'on appelle la connaissance du client. C'est-à-dire qu'on oblige le professionnel à s'intéresser à qui est son client, donc vérifier son identité, qu'il s'agisse d'une personne physique, qu'il s'agisse d'une personne morale. En cas de personne morale, vérifier qui est le bénéficiaire effectif de la société, qui, en définitive, à la fin, bénéficiera de la transaction. Pour les personnes morales, on va même jusqu'à exiger des professionnels qu'ils fassent des recherches complémentaires sur Internet avec des sources qui sont librement accessibles. Ça peut être compliqué dans la relation client, non? Évidemment que c'est compliqué. Évidemment que c'est compliqué, puisque on demande à des professionnels qui, par ailleurs, créent une relation de confiance avec leurs clients, d'agir, presque de trahir un peu la confiance qui leur est donnée en agissant un peu comme des policiers. Donc, c'est pas évident, et je pense que c'est en partie ça qui explique la difficulté de mise en œuvre de cette réglementation. Et le troisième pan, c'est la déclaration de soupçon.
si on estime, à l'issue des contrôles, des vérifications que le professionnel a fait, s'il estime que le risque, le doute ne peut pas être levé sur la régularité de cette opération, eh bien, ce qu'on lui demande, c'est de faire une déclaration de soupçon auprès de Tracfin. Cette déclaration, elle est confidentielle, donc la personne qui fait l'objet de ça n'en aura jamais connaissance. D'accord. Et le professionnel doit expliquer pourquoi les diligences qu'il a effectuées pour lever le doute et pourquoi il n'y est pas arrivé. Et en définitive, il faut quand même le dire, au regard de la réglementation telle qu'elle existe, même s'il y a effectivement cette ambiguïté que vous venez d'évoquer, qui est un point véritablement sensible, au regard de la réglementation telle qu'elle existe aujourd'hui, cette réglementation LCBFT, il faut aussi comprendre qu'elle protège le professionnel. La déclaration de soupçon, c'est aussi une mesure qui protégera la responsabilité du professionnel si véritablement il y avait quelque chose de suspect qui se dissimulait derrière la transaction. Parce que le marché de l'art est un marché sensible à des actions de blanchiment. Pourquoi, par exemple, ce secteur est particulièrement vulnérable à la question du blanchiment? Alors, la vulnérabilité du secteur du marché de l'art, elle est identifiée. Toutes les publications officielles de la douane, du groupement d'action financière, qui est l'organisation internationale qui coordonne ces réglementations, le souligne. Le marché de l'art est particulièrement vulnérable. Parmi les critères, je peux en citer 3 qui sont très faciles à comprendre. Le premier, c'est la volatilité des prix, la subjectivité des prix. C'est-à-dire que le prix d'une œuvre, il va varier en fonction de la mode, de la cote d'un artiste, au sein de l'œuvre d'un artiste, de la cote d'une œuvre en particulier, de l'état de cette œuvre, de tout un tas de critères qui sont parfaitement subjectifs, qui permettent, et c'est des choses qu'on voit fréquemment sans qu'il y ait là-dessous quoi que ce soit d'illégal, qu'une œuvre soit vendue par exemple aujourd'hui à un certain prix, mettons 8 millions d'euros, et l'année prochaine, la même œuvre est revendue et à un prix qui peut avoir parfois doublé. Euh, Ces variations de prix permettent, dans une transaction, de dissimuler une part, de cacher une part de valeur d'argent dans cette transaction. Le deuxième facteur de risque, là encore parfaitement intrinsèque au marché, c'est la portabilité de l'œuvre. Un objet d'art, ça peut valoir beaucoup, beaucoup d'argent et se transporter sous le bras. Donc, c'est très facile de faire bouger une œuvre d'un pays à l'autre, de l'emmener dans un pays avec une fiscalité plus avantageuse. Euh, je vais vous prendre un exemple très simple. Par exemple, une des infractions qui est souvent relevée comme étant parmi les infractions euh, qui sont fréquemment opérées dans le secteur du marché de l'art, c'est l'abus de bien social. Un cas tout à fait classique, une société achète une œuvre d'art auprès d'une galerie et cette œuvre d'art, elle est livrée chez le dirigeant de la société à son domicile personnel. Ça, c'est de l'abus de bien social. Ou elle est livrée au sein de la société, mais le marchand, le dirigeant, ensuite l'emmène à son domicile. Et ça, c'est de l'abus de bien social. Et c'est rendu très facile par la portabilité de l'œuvre elle-même. On va conclure là-dessus. On a compris que le marché de l'art était particulièrement exposé au risque LCB-FT. Merci Célia Chauffret. Je rappelle que vous êtes avocate au barreau de Paris. Merci. Tout de suite, on change de domaine. On va s'intéresser au développement international d'un réseau de franchise.